Emmanuel Macron a annoncé une transformation profonde, ce sont ces mots, de la présence militaire française au Sahel. Ça passe par la fin de l'opération Barkhane en tant qu'opération extérieure. La décision a été prise hier lors d'un conseil de défense. Cela fait plusieurs mois déjà que le chef de l'État avait esquissé sa volonté de réduire la présence militaire française dans cette zone du Sahel. On écoute Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui s'exprimait depuis l'Élysée. La présence durable dans le cadre d'opérations extérieures de la France ne peut pas se substituer au retour de l'État et des services de l'État, à la stabilité politique et au choix des États souverains. Nous ne pouvons pas sécuriser des zones qui retombent dans l'anomie parce que des États décident de ne pas prendre leurs responsabilités. C'est impossible, ou alors c'est un travail sans fin. Alors, quel avenir pour l'engagement français au Sahel? Quelle forme il va prendre? La région risque-t-elle d'être encore un peu plus déstabilisée? Est-ce que cette annonce a aussi été motivée par la campagne présidentielle qui débute tout doucement en France, alors que cette opération extérieure est impopulaire et coûteuse? On va en débattre avec nos invités ce soir. Wassim Nasr, journaliste France 24, spécialiste des mouvements djihadistes. Seydi Kaba, journaliste et écrivain, auteur de Pour comprendre Boko Haram aux éditions L'Harmattan. Et en Skype depuis Washington avec nous également, Michael Chourkine, analyste au think tank 14 North Strategy, spécialiste du Sahel. Et puis par Skype également, le général Dominique Delors, ancien chef du centre opérationnel interarmé. Bonsoir à tous les quatre. Merci d'être avec nous ce soir. On va tout de suite partir d'abord à Bamako, retrouver notre correspondante sur place, Anne-Fleur Lespio. Anne-Fleur, bonsoir. Le Mali est le principal théâtre d'opération de Barkhane. Est-ce qu'il y a déjà des réactions sur place après cette annonce d'Emmanuel Macron ? Alors, il est difficile aujourd'hui d'avoir des réactions au sein des autorités maliennes puisqu'on attend la formation d'un nouveau gouvernement ce dimanche. Par ailleurs, c'est un coup dur pour les militaires maliens pour qui la coopération avec leurs partenaires français, mais également européens, est essentielle dans la lutte contre le djihadisme au Mali. La force française compte aujourd'hui 5100 hommes divisés en plusieurs groupes tactiques, des groupes qui opèrent essentiellement avec leurs partenaires maliens dans la zone dite des trois frontières située entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Mais il ne faut pas oublier que les militaires français et maliens opèrent dans ces zones le plus souvent désertées par les services de l'État et qu'il est très difficile de sécuriser de façon pérenne des zones où les militaires maliens détachés manquent également d'équipements et de moyens et sont surtout et font régulièrement l'objet d'attaques de la part de groupes djihadistes. Les militaires maliens aujourd'hui sont inquiets quant à l'avenir de la coopération militaire avec les partenaires français et européens qui visent à former les FAMA et renforcer leurs capacités sur le terrain. Et puis enfin, cette annonce du retrait progressif de la force française Barkhane, elle survient alors que le Mali fait face à la montée de l'insécurité sur l'ensemble de son territoire. C'est le cas au sud-est du pays, dans la zone de Sikasso, proche de la frontière avec le Burkina Faso, ou encore près de la ville de Bougouni, proche des frontières ivoiriennes et guinéennes, où fin mai, un poste de contrôle a fait l'objet d'une attaque de la part d'un groupe djihadiste, une attaque qui a causé la mort de 5 personnes, dont un policier et 4 civils. Et puis la situation politique dans le pays, Anne-Fleur, est instable. Il y a eu un deuxième coup d'État en 9 mois. Voilà, on a perdu Anne-Fleur Lespio depuis Bamako. Seydi Kaba, cela fait plusieurs mois que ce sujet de retirer la force Barkhane était sur la table. C'est la situation politique instable au Mali qui a précipité cette décision d'Emmanuel Macron, en tout cas d'arrêter l'opération Barkhane en tant que telle? Non, je pense qu'il y a un télescopage de calendrier entre cette annonce et les événements intérieurs au Mali. Il faut se souvenir que le président Macron a réussi ici même à Paris, entre fin janvier et début février, l'ensemble des 5 présidents du G5 Sahel pour leur présenter en exclusivité le schéma de la réorganisation de Barkhane qui inclut aussi le retrait d'une partie des soldats. Et il était même prévu qu'au 7e sommet du G5 en N'Djamena, le 15 et 16 février, que le président Macron en fasse l'annonce officielle. Et compte tenu d'un certain nombre d'éléments, notamment l'arrivée du contingent tchadien dans la zone de 3 frontières,
Ce calendrier n'a pas été annoncé et il a été ajourné. Aujourd'hui, donc, il s'agit simplement d'une reconfirmation de ce calendrier, de cet agenda de retrait de l'opération Barkhane. Et je pense que ce qui est important dans l'annonce qui a été faite, c'est que le président Macron a insisté sur la nécessité de repenser Barkhane. Et je pense que ça, c'est une préoccupation légitime parce que sur le terrain, Barkhane n'a pas donné les résultats qui étaient attendus à la fois par les pays concernés et par la France elle-même. Le terrorisme a continué de progresser. On a eu la preuve il y a 2 ou 3 jours avec cette attaque de grande ampleur à Solan, au Burkina Faso. Avant cela, il y a eu 160 morts. 160 morts. Avant cela, il y a eu les attaques au Niger qui ont fait, dans la région de Tawa et Tillabéri, quand on met ensemble en mars dernier, 200 morts. Aujourd'hui, les ONG ont documenté au moins la mort depuis janvier à aujourd'hui, la mort de près de 500 civils. Donc, c'est un indicateur de la dégradation de la situation et le fait de repenser Barkhane, à mon avis, arrive à point nommé, mais il faudra engager une concertation avec les pays concernés pour éviter que le départ de Barkhane aggrave encore une situation qui est déjà préoccupante sur le terrain. Wassim Nasr, la situation elle est pire qu'il y a 8 ans, au début de cette opération Barkhane. Elle est pire qu'il y a 8 ans, parce qu'avant, ce qui était concentré au nord Mali, on va dire, s'est propagé dans le centre. Peut-être en partie parce que l'opération Barkhane s'est concentrée sur le nord, donc les djihadistes sont descendus plus dans le centre, et parce qu'il y a plusieurs facteurs qui ont changé depuis le début de l'opération, qui datent d'il y a 8 ans quand même. Ça veut dire ce qui a d'abord été conçu comme une opération pour empêcher les djihadistes de descendre plus dans le centre et éventuellement s'attaquer à Bamako, même si ce n'est pas, on va dire, étayé aujourd'hui ou prouvé, avait réussi. Et puis, essayer de leur faire perdre leur emprise territoriale dans le Nord, ça a été réussi en 2014. Sauf que depuis 2017, la situation se dégrade parce que les djihadistes ont réussi à se regrouper. Il y a eu la création du JNIM, donc Jamaat Nusrat al-Islam, qui regroupe 4 groupes djihadistes sous la bannière d'Al-Qaïda et d'AQMI en particulier, et qui est un groupe djihadiste certes, mais qui est un groupe aussi qui fait de la politique. Et c'est ça le plus gros défi. Parce qu'à la tête de ce groupe, c'est Yad Ghali, donc c'est un notable Touareg, c'est une personnalité Touareg, ce n'est pas juste un chef djihadiste, flanqué d'Amadou Koufa, un prédicateur Peul, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à descendre dans le sud, et plus vers le Burkina Faso. Donc il y a eu cet élément-là qui est primordial, et il y a eu aussi la montée en puissance de l'État islamique. Donc il y a un groupe qui a voué allégeance à l'État islamique en 2015, monté en puissance en 2019, et un groupe qui donne du fil à retordre aux États de la région, donc Niger, Burkina Faso et Mali, et contre lequel, à la réunion de Pau, la France a décidé de se concentrer. Mais se concentrer sur un groupe renforce un autre, alors qu'ils ont 2 dynamiques différentes. Et la pression militaire de Barkhane, qui a eu des résultats sur le terrain, n'a pas eu de traduction politique. Parce que juste à titre d'exemple, quand on a une filiale d'Al-Qaïda comme le JNIM qui dit que le conflit avec la France se concentre au Sahel et au Mali et que le territoire français n'est pas concerné, c'est une percée conceptuelle pour un groupe affilié à Al-Qaïda. C'est des 20 ans de guerre par les Américains. Ils n'ont pas réussi qu'un groupe d'Al-Qaïda dise le sol des États-Unis n'est pas concerné. On n'a pas réussi à capitaliser là-dessus. On est enfermé dans une guerre contre le terrorisme qui est une guerre sans fin, avec des résultats opérationnels et tactiques, mais pas de traduction politique. En plus, encore une fois, de l'émergence de cet élément nouveau qui est celui de l'État islamique, qui ne connaît pas de frontières, qui ne fait pas de négociations et qui fait dans le massacre de masse. Donc la France se retrouve dans une situation, elle est présente dans des bases, en appui à un État, dans des zones qui sont abandonnées par ce même État. Donc c'est un cercle sans fin, et donc la décision est venue, avant le deuxième coup d'État ou le surcoup d'État, d'alléger l'empreinte, donc force spéciale Sabre, force spéciale européenne Takuba, mais aussi force spéciale locale. Dans la dernière semaine, par exemple, il y a un décret au Burkina Faso pour la création de forces spéciales qui vont forcément être formées par les Français, aidées par les Français, avec aussi l'apport américain qui sera toujours là. Mais en tout cas, moins de soldats français, moins d'emprise territoriale, concentration à Gao, peut-être abandon ou probablement abandon des bases dans le nord. Donc une présence française, mais un nouveau... sous un nouveau dispositif et sous une forme beaucoup plus, on va dire, multilatérale, et que tout ne dépend pas vraiment, en tout cas au sol, aux yeux des gens,
du soldat français qui est là avec armes et bagages dans des bases fixes comme à Tessalit, Tombouctou, Kidal ou ailleurs, et concentration encore une fois sur la zone des 3 frontières pour empêcher, et je terminerai là-dessus, la jonction entre les djihadistes de l'État islamique au lac Tchad et les djihadistes de l'État islamique dans la région du Sahel. Si jonction il y aura, et ce n'est pas impossible, ça se fera au Niger. Et c'est ça, aujourd'hui, je pense, la France va essayer de concentrer là-dessus. Michael Chourkine, Emmanuel Macron, il était au pied du mur. Il n'avait pas le choix. Après 8 ans d'engagement français, il fallait opérer un changement. Bon, en général, je dis oui. Enfin, je dis non, que c'est très important d'avoir beaucoup de patience. Mais ce que j'ai entendu dans les mots d'Emmanuel Macron, c'est un sentiment de frustration avec les dirigeants sahéliens. Il a dit qu'après la conférence de Pau, on a fait l'accord que les gouvernements sahéliens feraient plus pour gouverner leur propre pays et pour remplir l'espace vidé par les Français quand les armées françaises sont venues pour nettoyer, on peut dire. On voulait que les pays sahéliens arrivent pour rebâtir l'État derrière eux. Cela ne s'est pas passé. Et on a entendu une espèce de frustration. Et je crois que c'était lié au coup d'État. C'est-à-dire que les dirigeants militaires maliens s'est démontré plus intéressés dans le jeu politique entre eux que de faire la guerre contre les djihadistes. Et c'était ce sentiment de frustration qu'on a entendu dans les paroles du président. Général Dominique Delors, la présence française au Mali, notamment, car c'est le principal théâtre des opérations actuelles de Barkhane, elle est de plus en plus mal perçue aussi par la population locale. Après 8 ans de présence, l'armée française, elle finit par apparaître un peu comme une armée d'occupation dans les opinions publiques. Oui, je crois que ce n'est pas le point le plus important, en tout cas de ce qu'a pu dire le président cet après-midi. Le président, il a affaire à des adversaires, il en a très peu parlé, et des partenaires parfois difficiles. Et là, il y a eu un certain nombre de points très forts. Et manifestement, c'est parce qu'il n'était pas entendu d'une manière habituelle qu'il a souhaité agir en faisant ces annonces. Alors, je crois qu'il faut être très prudent. D'ailleurs, lui-même ne s'est pas trop ouvert sur les intentions militaires qu'il peut avoir dans la région. Il va les développer, il va les étudier avec son état-major. Son état-major est fait pour ça, préparer des options militaires adaptées à l'effet politique voulu. Ce qu'il est certain, par contre, c'est que les 5 pays du Sahel ne sont pas à la même enseigne. Clairement, le Mali est, allez, excusez-moi cette expression un peu triviale, est le mauvais élève. Pas le bad guy, comme diraient les Américains, mais le mauvais élève. Mauvais élève parce que le pouvoir politique actuel est tenu par des militaires et qu'il ferait mieux d'être en opération plutôt que s'essayer comme ministre ou comme président. Ça, c'est un point majeur. Manifestement, ils ne comprennent toujours pas Bamako. Et donc, comme le président l'a dit, les forces françaises ne peuvent pas se substituer longtemps à des forces qui sont totalement absentes et un État failli. Donc, je crois que le Mali est dans une situation très particulière. Il n'en est pas de même du Burkina. Le Burkina, si vous voulez, il y a eu ce massacre énorme d'au moins 160 civils, dont de très nombreux enfants, il y a quelques jours. Et le ministre des Affaires étrangères s'est rendu en début de semaine. C'est dire que le Burkina est très vulnérable dans cette affaire. Et je vois mal, on verra si l'avenir me donne raison, mais on voit mal la France abandonner le Burkina Faso en laissant uniquement quelques dizaines de soldats d'élite pour le protéger. Ça, je n'y crois pas. De même que le Niger et le Tchad et la Mauritanie ne sont pas actuellement en état failli. Et donc, je pense que là encore, dans la reconfiguration, dans le changement de modèle, il y aura des adaptations et tout le monde ne sera pas au même traité de la même façon. Je crois que l'adversaire sur le terrain, c'est-à-dire les islamistes,
eux aussi vont tirer parti du changement de modèle pour adapter leur stratégie. Et il est évident que les Européens, et la France en premier, accepteraient difficilement de voir sombrer complètement un État africain dans l'islamisme. Merci beaucoup, Général Dominique Delors. C'est la fin de la première partie de ce débat. On se retrouve dans quelques instants. Restez avec nous. Et tout de suite, la deuxième partie de notre débat consacrée aux annonces d'Emmanuel Macron, le chef de l'État qui a annoncé une transformation profonde. Ce sont ces mots de la présence militaire française au Sahel. Ça passe par la fin de l'opération Barkhane. On va en débattre avec nos invités ce soir. Wassim Nasr, journaliste France 24, spécialiste des mouvements djihadistes. Avec moi également Seydi Kaba, journaliste et écrivain, auteur de Pour comprendre Boko Haram. Et puis en Skype depuis Washington, Michael Chourkine, analyste au think tank 14 North Strategist, spécialiste du Sahel. Et puis en Skype également, le général Dominique Delors, ancien chef du centre opérationnel interarmée. L'opération Barkhane, en tant que telle, en tout cas, doit prendre fin, va prendre fin. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron, anciennement opération Serval. Elle a débuté en 2013. On va revenir en images sur cet engagement français et sur son bilan depuis 8 ans avec David Gilbert. Et puis on en reparle juste après. C'est en janvier 2013 que la France débute son intervention militaire au Mali, à la demande du président par intérim Dioncounda Traoré, alors qu'une offensive djihadiste menace la capitale Bamako. J'ai sollicité et obtenu l'appui aérien de la France dans le cadre de la légalité internationale. Le Mali et son peuple ne sont pas seuls dans cette lutte contre le terrorisme. Des dizaines de frappes aériennes sont menées et les militaires français sont engagés dans l'opération Serval au Mali. En quelques semaines, les principales villes du nord du Mali sont libérées. Cette intervention militaire est saluée comme un succès. Pourtant, la menace islamiste sur le nord Mali et le Sahel est loin d'être éradiquée. En août 2014, l'opération s'élargit. Elle coopère avec les pays de la bande sahélo-saharienne et s'appelle désormais l'opération Barkhane. Elle collabore avec la mission de l'ONU, la MINUSMA. Au total, 5100 soldats français sont engagés dans l'opération Barkhane, dont la base principale se trouve à Gao, dans le nord du Mali. Depuis 8 ans, ils ont mené 128 opérations aux côtés de 15 000 membres de la MINUSMA et de 8 000 militaires maliens. Leur mission, lutter contre les djihadistes en les privant de moyens de combat, de communication et de ravitaillement. Il est utopique de croire qu'on arrivera à arrêter tous les flux et tous les mobiles qui passent, mais rien qu'empêcher ce passage et montrer que des deux côtés en fait, de la frontière, ça interagit, c'est quand même un bon objectif. Les forces armées sont régulièrement visées par des attaques, malgré la signature d'un accord de paix en 2015 censé isoler définitivement les djihadistes. Le 26 novembre 2019, dans une opération de lutte contre les terroristes, 13 soldats périssent lors d'un accident entre 2 hélicoptères. Depuis, une dizaine d'autres sont morts en opération, portant le bilan de l'intervention française au Mali à 51 soldats tués. Des chiffres qui poussent Paris à considérer un prochain retrait des troupes. Il y a 15 jours, le deuxième coup de force en un an des militaires maliens accélère les choses. Emmanuel Macron prévient dans le JDD, la France ne restera pas sur place si un dialogue était instauré avec les groupes djihadistes. Début juin, la collaboration militaire franco-malienne est suspendue. Wassim Nasr, cette opération Barkhane, elle dure, on l'a vu, depuis 8 ans. Il y a eu 51 morts dans les rangs français. Il y a quand même eu des succès depuis toutes ces années. Ça a permis... il y a eu plusieurs, évidemment, il y a eu plusieurs succès. Donc, premier succès, ça a été cité dans le sujet, c'est l'arrêt de l'avancée, on va dire, des djihadistes vers le centre du Mali, à l'époque, en 2013. Et puis, ils ont été contenus, on va dire, en 2014, sauf que tous ces succès, on va dire, militaires ont été mis à mal en 2017 avec la poussée vers le centre. Donc, ce qu'on a voulu empêcher, ce que la France a voulu empêcher en 2013 est devenu réalité quelques années plus tard sans opération militaire parce que les djihadistes se sont infiltrés dans le tissu local, dans le centre du Mali. Donc ce qui était une affaire, on va dire, du Nord, avec des recrues Touaregs
et arabe, ethniquement parlant, est devenue aussi une affaire de Peul dans le centre Mali, ce qui était un fait, on va dire, plus ou moins nouveau. Et on sait aujourd'hui que les djihadistes arrivent à recruter même dans les populations Dogon. On sait qu'ils arrivent même à recruter dans des populations dans les pays limitrophes. Donc les succès tactiques des premières années ont été mis à mal par l'évolution politique de l'acteur dont on parlait tout à l'heure, qui est le JNIM, donc qui dépend d'Al-Qaïda et qui fait de la politique et de l'infiltration dans les populations. Après, en 2019, on a eu une montée en puissance de l'État islamique qui a été très clairement contenue aussi grâce aux efforts militaires français après la réunion de Pau en 2020. Parce qu'il faut se rappeler qu'en 2019, l'État islamique était en capacité de monter des opérations complexes contre des bases de l'armée, des bases importantes comme Ndeliman au Mali, comme Inates ou d'autres, et j'en passe, avec un bilan assez lourd pour les armées locales. Donc, il a été contenu, mais il a été contenu aussi à cause de la guerre interdjihadiste. Parce que quand l'État islamique est entré en guerre avec Al-Qaïda, on a des cartes qui montrent ça. On voit le nombre de morts entre les djihadistes. Ça a participé aussi au calme, on va dire, ou au containment qu'on a eu pendant l'année 2020. Mais ce ne sont finalement que des gains tactiques, que des gains militaires, avec une incapacité de capitaliser là-dessus politiquement. Parce que toute opération militaire, à la fin, il faut réussir à capitaliser là-dessus politiquement. Sinon, ce sont des opérations sans fin. Et donc, le surcoup d'État à Bamako a évidemment envenimé les choses, parce qu'il faut savoir... D'ailleurs, Macron a réagi ce soir, il conditionne la reprise de la coopération militaire avec le Mali à des engagements clairs et de non-dialogue avec les djihadistes. Oui, tout à fait, parce qu'il faut savoir que ceux qui ont fait le coup d'État au Mali, ce sont les mieux formés dans l'anti-djihadisme et l'antiterrorisme. C'était eux qui avaient les manettes de l'antiterror dans le centre du Mali. Et il faut rappeler aussi que c'est vrai qu'il a dit ça, mais on sait que des négociations sont engagées avec les djihadistes, que ce soit au Mali ou au Burkina Faso. Ça, l'administration française n'est pas en capacité de l'empêcher. C'est l'étendue des concessions que feraient les putschistes aujourd'hui qui a inquiété le président Macron. Quand on voit, par exemple, que le ministre de la Réconciliation dit à la télé malienne publiquement que l'application de la charia dans les familles est un droit, et je le cite, et ça ne rentre pas en contradiction avec les intérêts de l'État, évidemment que la France va dire à quoi bon avoir des militaires français dans des bases où la charia est appliquée tout autour. Chédi Kaba, vous partagez cette analyse? Oui, ce que Nassim dit est tout à fait exact. Je pense que tant que c'était l'opération Serval, le mandat était clair, était relativement clair. Il s'agit d'empêcher à partir de Konna la progression vers le sud des colonnes de djihadistes qui étaient partis. Et des acquis importants ont été obtenus puisque le nord a été nettoyé, entre guillemets, des groupes djihadistes. Et même si par la suite, on n'a pas empêché qu'ils se reconstituent. À partir du moment où on est passé de Serval à Barkhane, on est rentré dans une confusion. Prétendre avec 5000 soldats, quelle que soit la qualité du personnel militaire qu'on a et des moyens, qu'on peut sécuriser un territoire vaste comme l'Europe, 2 500 000 km², c'est absolument une mission impossible. Donc, même s'il y a eu des gains sur le plan militaire, à partir du moment où ces gains, comme il a été dit, n'ont pas été consolidés par des objectifs de développement, notamment, Nassim a bien fait de parler de l'endogénisation. Au début du terrorisme dans cette partie de l'Afrique, au Sahel, c'était des gens qui venaient du Maghreb, des gens qui venaient de l'Afghanistan. Maintenant, c'est des locaux. Et si on veut empêcher que des locaux aillent, il faut faire du développement pour éviter que des jeunes soient recrutables à $50, à $100. De faire des investissements. D'ailleurs, Emmanuel Macron en a parlé dans sa conférence de presse. Absolument. Il a dit qu'il fallait investir davantage dans l'éducation. Il fallait investir davantage dans l'éducation. Il fallait assurer le retour de l'État. Et ça n'a pas pu se faire. Le retour de la gouvernance. Le retour de la gouvernance. Lorsqu'au lieu de cela, par exemple, après les événements de Ndeliman, de Inates et de Chinagoder, on retire les forces de défense et de sécurité, on laisse les populations à elles-mêmes. Il n'y a ni sous-préfet, il n'y a ni la justice, il n'y a ni l'école. Ça ouvre la voie à la consolidation du phénomène djihadiste. Et ça, le président Macron l'a dit. Moi, ce qui m'interpelle un peu dans ce qui a été annoncé, c'est, à mon avis, le déficit de concertation avec les partenaires. À mon avis, un redimensionnement de Barkhane aurait dû être discuté quand même avec les partenaires pour éviter que
les gains Alors, il a tout de même annoncé qu'il allait en discuter. Oui, mais là, ça a temps. été... ça peut aussi, vous savez, lors de l'annonce de la convocation du sommet de Pau, il y a eu un malentendu entre la France et les pays parce que les pays n'ont pas été concertés. Donc, là aussi, ce qu'il faut éviter, au-delà du Mali, parce que l'erreur serait à vouloir sanctionner le Mali, à créer une situation qui aurait un effet domino. Parce que si on sanctionne le Mali seulement, ça va avoir des conséquences sur le Niger, sur le Burkina. Et là, ça peut consolider l'agenda des djihadistes que nous ne devons pas oublier, qui est de porter leur activité au-delà du Sahel, de la porter au Golfe de Guinée, c'est-à-dire d'aller en Côte d'Ivoire, d'aller au Bénin, d'aller au Togo. Donc, il faut articuler la préoccupation d'avoir des meilleurs résultats. L'Afrique qui aujourd'hui est leur nouveau terrain de jeu. Dans une concertation, c'est un vrai enjeu. Puisque, et les djihadistes sont acteurs. Hein, la Côte d'Ivoire a été... Ils sont acteurs de leur destin, ils sont acteurs de ce qu'ils font. Ils ne sont pas là juste en attente et à subir. Donc ils provoquent aussi les histoires, ils provoquent des agendas. Et ça, c'est pris en compte. Même je pense que le fait de repenser Barkhane et voir un autre paradigme, ça c'était attendu. Mais l'annonce de la fin de Barkhane, je pense que ça a surpris plus d'un, que ce soit ici ou là-bas. Michael Churkin, Chedik Abba a évoqué cette importance de l'aide au développement justement à ces populations du Sahel plutôt qu'une réponse militaire pour justement faire face à la sécheresse, à la pauvreté, au chômage et éviter ces recrutements de djihadistes. Vous pensez que c'est la solution aussi ? Ça fait partie de la solution. En ce moment, on est dans le contexte d'une lutte contre-insurrectionnelle. Donc, ce n'est plus le cas qu'il s'agit de le contre-terrorisme, c'est plutôt le contre-insurrectionnel. Et tout le monde sait depuis Gallieni et l'IOT, etc., qu'avec la lutte contre-insurrectionnelle, il faut avoir tous les deux, il faut avoir donc la force militaire, le combat, mais aussi le développement, la gouvernance, la politique. Il faut faire tout un travail politique pour bâtir l'État, pour bâtir le pays. Et sans cela, le combat ne va mener à nulle part. Et ce qui se passe maintenant avec Barkhane, c'est qu'en effet, il n'y a que le combat. Et le reste que les Français ont laissé aux autres pays à faire, c'était le Mali, le Niger, le Burkina Faso, ils n'ont pas fait. Ou ils n'ont pas fait d'une façon suffisante. Mais c'est ce déficit-là, cette négligence du côté gouvernance, développement, etc., qui rend Barkhane presque impossible. C'est ça qui rend la mission de Barkhane impossible. Parce que aussi, comme on a dit tout à l'heure, Barkhane en tant que tel est trop petit. C'est trop petit pour être suffisant. Mais même si c'était plus grand, 2 fois plus grand, ça ne suffira jamais sans ce côté développement, gouvernance, etc. Et c'est ça ce qui manquait dans cette lutte-là. Général Dominique Delors, également face à des groupes djihadistes extrêmement mouvants, sur un territoire, on l'a dit, extrêmement vaste, le Sahel, la réponse militaire finalement traditionnelle, est-ce que c'est la bonne réponse ? Alors il y a eu quelques succès ponctuels depuis 8 ans. C'est assez intéressant, c'est que il est bien entendu que la force militaire seule ne peut pas ramener la paix. Mais il ne peut pas y avoir de paix pour développer la santé, l'éducation, le travail pour les populations, le retour de l'État, de la justice, sans sécurité. Et donc, on voit bien que là, il y a une interaction. Votre confrère a cité Lyotet, Gallieni, Bugeaud, une grande connaissance des Français. Oui, il y a une interaction absolument nécessaire. Et il est évident que c'est d'abord l'affaire des États africains que de contribuer massivement à l'effort dans tous les domaines. Et donc, on ne peut pas ramener uniquement le problème de Barkhane à la simple utilisation de la force militaire. D'autre part, à juste titre, plusieurs ont souligné l'immensité de la zone et les moyens finalement réduits si on considère que, par exemple, le Mali, c'est 2,5 fois la France et qu'avec 1 millier d'hommes ou 2 milliers d'hommes, imaginez 2 milliers d'hommes répartis sur la France, l'Espagne et l'Italie. On voit bien que là, il y a
un effort qui doit être mené par d'autres, et en premier lieu par les Africains, avec l'aide des Européens, bien sûr, l'aide logistique, l'aide de formation. Mais effectivement, on ne pourra pas, en menant même brillamment des actions militaires, tenir le terrain avec aussi peu d'effectifs. Et ce n'est pas d'ailleurs du tout la mission de Barkhane, et ça ne sera pas certainement la mission des troupes qui serviront dans la mission, l'autre mission à venir. Donc là, on voit bien qu'il y a une coordination. Et maintenant, alors où établir la ligne à ne pas céder? Est-ce que c'est dans le sud du Mali ou déjà sur le Burkina Faso? Car à juste titre, certains faisaient remarquer que les objectifs des djihadistes, des islamistes, eh bien de poursuivre vers le sud, vers le sud-ouest, en direction du golfe de Guinée. Donc là, on a le président Macron avec les autres présidents africains et avec l'aide des Européens, qui j'espère ne se porteront pas aux abonnés absents, ont à développer énormément de choses pour essayer de créer véritablement un outil civilo-militaire où les deux parties sont absolument indispensables à une réussite éventuelle pour bloquer, voire refouler les djihadistes, qu'ils soient djihadistes ou islamistes. Wassim Nasr, le président français, il mise notamment sur la montée en puissance du groupement de forces spéciales Takuba pour remplacer Barkhane. Oui, il compte sur Takuba pour avoir les effets militaires recherchés. Mais en tout cas, Takuba ne peut pas remplacer Barkhane parce que Barkhane a une empreinte territoriale qui est assez importante. Donc Takuba sont des forces spéciales donc françaises et européennes. C'est 600 hommes au total. Voilà, qui auront vocation, donc c'est des forces spéciales européennes tournantes. Là, on a les Estoniens. Il y en aura d'autres qui vont s'engager. Il y en a d'autres qui sont engagés et qui sont sortis déjà. Et donc, qui ont vocation à faire des opérations de précision ou des opérations en appui aux forces locales. C'est surtout ça, en appui aux forces locales. Il y a aussi les forces spéciales françaises Sabre qui, elles, peuvent aussi intervenir à la demande ou via des accords avec les pays concernés. Donc on n'est pas du tout dans la même configuration d'empreinte territoriale que celle de Barkhane. Et évidemment, ces forces spéciales ont aussi besoin de l'appui américain, qui est indispensable pour que les Français puissent opérer militairement au Sahel. Ça, on l'oublie souvent. Les Américains n'en parlent pas beaucoup, mais c'est un apport indispensable en termes de renseignement et de logistique. Et ce que veut aussi le président Macron, c'est d'aider les forces locales à se spécialiser, à se perfectionner. D'où le décret il y a quelques jours au Burkina Faso qui annonce la création de forces spéciales au Burkina Faso. Mais le problème est aujourd'hui que dans les pays concernés, quand il y a une force, une unité ou une brigade qui se spécialise et qui devient performante, il y a un risque de coup d'État. C'est pour ça que les pouvoirs politiques... C'est ce qui s'est passé au Mali. C'est ce qui s'est passé au Mali. On l'a dit tout à l'heure. Ceux qui ont commis ce premier coup d'État, puis le surcoup d'État, étaient les forces qui avaient en charge la guerre contre les djihadistes. Donc les plus performants, les plus formés à cette guerre-là. Donc d'où la peur dans ces pays des pouvoirs politiques, des militaires. Et donc c'est un serpent qui se mord la queue in fine. Donc après, il faut voir à quel niveau la France sera impliquée d'une manière opérationnelle avec les armées. Donc, est-ce que la France va avoir son mot à dire opérationnellement parlant, c'est-à-dire opération par opération, est-ce qu'elle va accompagner les armées locales? Et c'est peut-être une façon aussi de décharger les militaires français en mettant des éléments qui aideraient les forces locales, que ce soit en termes de forces spéciales ou en termes de renseignement. Je pense qu'il faut trouver dans cette occasion de repenser Barkhane la possibilité aussi de faire monter en puissance la force du G5 Sahel. Parce que, comme vous savez, les pays du G5 Sahel ont décidé de créer une force de 5000 hommes qui a vocation à défendre le Sahel parce que tôt ou tard, les forces étrangères vont partir, la sécurité du Sahel reviendra tôt ou tard aux Sahéliens eux-mêmes. Mais encore une fois, est-ce que c'est suffisant, 5000 hommes? Oui, 5000 hommes, au moins, ils permettront de commencer à stabiliser et de commencer à garantir que la sécurité du Sahel est assurée par les Sahéliens. Jusqu'ici, le financement a bloqué parce que l'administration Trump ne voulait pas que cette force soit inscrite sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, ce qui lui aurait assuré le financement. C'est pour ça que l'arrivée de Biden au pouvoir est perçue au Sahel comme une bonne occasion pour faire évoluer la position américaine, faire passer la force du G5 Sahel sous le chapitre 7, lui assurer un financement
La France est d'accord, les Nations Unies sont d'accord, mais l'administration trompe, puisque les États-Unis participent pour près de 25% au financement des opérations de maintien de la paix, avaient mis leur veto. Si on saisit cette occasion pour faire assurer le financement de la force du G5 Sahel, la professionnaliser, lui donner les équipements nécessaires, je pense que ce serait déjà une contribution. Et il ne faut pas oublier, quel que soit le degré d'efficacité des forces du G5 Sahel et son équipement, que la solution de l'insécurité au Sahel doit être toujours holistique. Elle doit associer le sécuritaire, le militaire, le développement et la gouvernance. Michael Churkin, un dernier mot. C'est une bonne nouvelle, donc l'arrivée de l'administration Biden pour la région? J'ai l'impression que le gouvernement de l'administration de Biden s'intéresse énormément, pas énormément, mais plus à l'Afrique que de l'administration Trump. Je sais qu'au sein de militaires africains, tout le monde attend d'agir et tout le monde est très heureux d'avoir enfin l'occasion d'agir. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout clair comment on va agir, mais je crois qu'on serait accueillant à l'idée de coopérer avec la France et avec l'ONU pour trouver des solutions. Je ne sais pas s'il s'agit de cette histoire de chapitre 7 avec le financement de G5 Sahel, mais je sais qu'en général, le gouvernement va soutenir l'idée, enfin le G5, mais aussi on s'intéresse énormément à Takuba. On va chercher des moyens de soutenir Takuba, de trouver des moyens, des façons de complémenter les actions françaises. Parce qu'on sait que le potentiel, on sait que la situation, aussi grave que ça peut devenir même nettement plus grave très rapidement. Et surtout, je sais que les départements d'État américains s'inquiètent énormément pour les pays riverains, c'est-à-dire le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, etc. Et on fait beaucoup de soucis et on investit de plus en plus d'argent en cherchant des solutions pour fortifier, si j'ose le dire, pour fortifier, pour rendre plus résistants ces pays-là. Et donc, l'intérêt de l'administration Biden est là. Merci beaucoup. Merci, c'est la fin de ce débat. Merci à tous les quatre d'avoir été présents ce soir. Restez avec nous sur France 24, l'information continue.